Qu'est-ce que cette maison d'aspect insolite? Qu'est-ce que ce gros numéro? Ces chiffres qui l'étiquettent avec autant d'impudeur que la lanterne rouge phallique des lupanards de l'ancienne Rome? Qu'est-ce que ces persiennes closes, avec chaînes et cadenas, qui combinent les tristesses de la prison et les mystérieux appels du plaisir vilain? Qu'est-ce que ce mélange de claustration et de provocation? Embrasse-moi, mec! Nique les champions du monde! On y va! Bonjour chers visiteurs, ici le Strige. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau TCBS, Tour des commodités en bonne société, pour les intimes. Aujourd'hui, nous allons repartir pour une nouvelle équipée dans les turpitudes de la belle époque. Il y a longtemps que vous attendiez ça, hein? Et ben ça y est! Si vous êtes familier de cette chaîne, vous savez déjà que ce n'est pas la première fois que je vous emmène visiter le monde interlope de la prostitution. Nous avons déjà vu la misère de la rue Monjol, le fonctionnement particulier des boutiques à surprise, et nous avons passé une onéreuse mais délicieuse soirée avec les soupeuses des grands restaurants parisiens. Aujourd'hui, le sujet est somme toute plus classique, puisque nous allons nous intéresser à un lieu quasiment indissociable de la prostitution au 19e siècle. Le bordel, le lupanar, le boxon, le bobinard, bref, la maison close. Alors toi, là, qu'est-ce que tu veux? Baiser. Ah bah t'es au bon endroit. Et oui, aujourd'hui nous allons tenter de lever le voile sur ces mystérieux endroits qui, à leur époque, ont fait couler autant d'encre que d'autres fluides divers. Je vois que vous aimez la plaisanterie. Et croyez-moi, il y en a des choses à raconter. Volupté à presque tous les étages, débauche de luxe et de moyens pour épater des clients parfois un peu blasés, champagne à gogo et bien entendu, fantasmes de tout ordre à portée de main pour les messieurs et parfois les dames. C'est formidable! Mais attention, les maisons closes ne se résument pas qu'à un savant mélange de vices et de velours. Oh que non, il se passe bien des choses quand les clients ne sont pas là, et les maquerelles gèrent leurs employés avec une main de fer. Et d'ailleurs, qui sont les maquerelles? Qui sont les prostituées? Sont-elles véritablement des prêtresses d'Eros, des servantes de Vénus, ou des femmes tout à fait ordinaires? Quel est leur quotidien dans une maison close? Et à quoi ressemble une soirée type dans un bordel de la belle époque? Tant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Bref, vous l'avez compris, la visite du jour sera dense et riche en anecdotes déconseillées aux oreilles les plus innocentes. Avant de nous mettre en route, je vous rappelle que les jugements moraux ne seront pas de la partie. Nous allons simplement visiter et observer une époque aux mœurs et aux us et coutumes qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Quoique, je précise également que nous nous intéresserons aux maisons parisiennes plutôt réservées aux clientèles bourgeoises et aristocratiques. Le haut du panier, en somme. T'as raison, hein? On a rien à foutre chez les Français moyens. Maintenant, messieurs, ajustez vos lavalières et vos cols. Mesdames, sortez la grande toilette, car je vous emmène derrière les épaisses portes des maisons closes. Notre périple commence un matin dans un café, plus précisément au Café des Postes situé sur la place de Clichy. C'est un café tout à fait banal et qui, en apparence, n'a rien à voir avec la prostitution. Pourtant, nous ne sommes pas là par hasard. Jetez donc un œil au marlou qui déguste un cafégnole sur la table là-bas. Ce monsieur est un habitué des lieux et tout le monde le surnomme Mimile. Il est rarement seul à table. Et ce n'est pas pour rien. Mimile est ce qu'on appelle un placeur. Rien à voir avec les placements boursiers et les actions. Au 19e siècle, les placeurs et les placeuses sont des hommes ou des femmes qui s'occupent d'approvisionner les maisons closes en travailleuses. Pour ça, ils ont des réseaux qui couvrent parfois la France entière. Par exemple, Mimile connaît personnellement de nombreux gérants de bordels à Paris, mais aussi dans le reste de la France. Et il connaît parfaitement les besoins de chacun. C'est à lui que les maquerelles et les proxénètes s'adressent quand ils veulent embaucher une nouvelle employée ou quand une de leurs filles souhaite changer de maison. Et ça arrive souvent, car le personnel des maisons closes est amené à changer très régulièrement, surtout dans les maisons huppées. Et oui, dans les maisons closes de premier ordre, il est important d'avoir des physiques divers et variés pour satisfaire les goûts des clients. D'ailleurs, le docteur Louis Fiot, un auteur de l'époque, nous résume assez bien les envies d'une maquerelle type. Elle veut que son salon, ou son estaminet, réunisse tous les types. Brune, blonde, au moins une rousse, poliment dite blonde vénitienne. Il faut des potelés, des sveltes, des tétonnières convenables, des maigrillottes à silhouette de collégiens vicieux, etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Dans les établissements de premier ordre, la diversité va encore plus loin. Je laisse le docteur Fiot reprendre et nous expliquer ce qu'il faut. Quelques variétés dans l'ethnologie, en ayant soin de ne point laisser ignorer l'Odyssée, est le fait d'une patronne avisée. La juive d'origine portugaise à côté de la flamande, la bordelaise ou marseillaise, se donnant pour une fille du Levant à côté de la gamine de petite banlieue parisienne, sans oublier la femme de couleur. Le docteur nous apprend aussi que les Hollandaises sont également très recherchées par les tenancières, et ce pour des raisons tout à fait pratiques. Elles parlent souvent le français, l'allemand et l'anglais, ont une bonne descente et ont la réputation de ne pas rechigner à la besogne. Je ne savais pas qu'elle était anglaise. Elle ne l'est pas. Elle fait semblant. Mais je vais compléter les dires de notre cher docteur en ajoutant les femmes originaires du Maghreb à la liste des origines atypiques qu'on peut parfois trouver dans les maisons closes de premier ordre. Mais elles sont relativement peu présentes à Paris. On en trouve plutôt à Marseille, port depuis lequel des navires font la navette avec les côtes d'Afrique du Nord. Tu es fada ou quoi? D'une manière générale, les messieurs préfèrent la plupart du temps les femmes avec de belles formes plutôt que celles qui ont un beau visage. Pour l'anecdote, la palme du succès revient aux petites brunes ayant les yeux bleus. Les filles dotées d'un physique trop ingrat ne sont pas prises. T'es con. T'es con. Toutefois, la diversité ne passe pas que par le physique. Les maquerelles mettent également un point d'honneur à embaucher des filles ayant des tempéraments et des caractères variés. Je vais encore laisser le docteur Louis Fiot nous détailler tout cela. Il n'est pas jusqu'aux types moraux qui ne soient l'objet d'une observation raisonnée et d'un calcul. Les gais riant toujours haut, les dents découvertes, font bien mélanger aux rêveuses. Les affectées, les prétentieuses, n'ont rien qui déplaise à la tenancière à côté des brutales, effroyablement cyniques. La canaille la plus avouée peut coudoyer le genre fin ou sérieux, le type réservé, discret, chacune trouvera amateur. Je ne veux pas de mal. Au contraire. S'ajoute à tout ceci que le personnel est régulièrement renouvelé pour éviter que les clients habitués ne se lassent. Enfin, tout cela pour vous dire que la prostitution est un milieu qui bouge, et les placeurs comme Mimile ont toujours du travail. Pour recruter, ils utilisent un réseau de rabatteurs qui écument les villes en quête de filles prêtes à se lancer dans le métier. Les lieux de prédilection de ces rabatteurs sont les gares, où arrivent de nombreuses provinciales en quête d'un avenir à Paris, les prisons, desquelles sortent parfois des prostituées arrêtées par la police, et, naturellement, la rue, où errent de nombreuses filles misérables et prêtes à tout pour un toit et de la nourriture. Chassez cependant de votre tête le cliché de la pauvre fille sans le sou qui toque à la porte d'une maison de passe pour trouver du travail. La chose peut arriver, mais elle reste rare. Les maquerelles n'embauchent pas n'importe qui. Les rabatteurs peuvent être des garçons de café, de restaurant ou des cochers qui sont en contact avec les petites actrices ou chanteuses qui ne peuvent pas vivre de leur talent et sont autant de recrues intéressantes pour les bordels. Et bien entendu, au premier abord, ces rabatteurs masquent souvent leurs réelles intentions et proposent simplement du travail, de la nourriture et un logis à leurs recrues avant de les diriger vers des proxénètes ou des maquerelles qui les feront entrer dans le circuit prostitutionnel. Mais le recrutement passe également par des moyens plus modernes, notamment par des annonces dans les journaux. Bien entendu, ces annonces ne sont pas présentées en tant que telles, mais déguisées sous des offres d'emploi comme femme de chambre, etc. Elles permettent aux rabatteurs de prendre contact avec les filles sans qu'elles se méfient. Dans les maisons closes, c'est souvent le mari de la tenancière qui s'occupe des recrutements. Et la plupart du temps, comme dans de nombreux métiers, on n'embauche pas de débutantes, mais des femmes ayant un minimum d'expérience. Car, comme le dit Charles Virmètre, auteur incontournable quand il s'agit de prostitution et de 19e siècle, Déniaiser les campagnardes serait un véritable travail. Elles seraient, ces filles, un embarras pour la maison pendant de longues semaines. Et on aime guère nourrir un oiseau qui ne chante pas. Dans les maisons closes, on préfère largement recruter des filles expérimentées qui seront capables de se mettre au travail le jour même de leur arrivée dans la maison. D'ailleurs, les placeurs ont un truc pour ce genre de recrutement. Ils envoient une fille qu'ils connaissent bien dans une maison close et, une fois arrivée, cette fille raconte aux autres prostituées qu'elle connaît un établissement bien meilleur que le leur et dans lequel on est nettement mieux payé. Si toutes les filles de la maison ne l'écoutent pas, certaines d'entre elles se laissent convaincre et quittent leur établissement. Le placeur qui les récupère les envoie ensuite où bon lui semble. Voilà comment recruter à coup sûr des filles expérimentées. Et quand je parle de filles expérimentées, j'entends par là des filles rompues au métier et initiées à certains usages érotiques, car plus la maison est raffinée et huppée, plus la prostituée doit savoir faire de choses. Et oui, pensez donc, dans les maisons de second ordre, les clients ne viennent que pour une partie de jambes en l'air ordinaire. Les plus téméraires montent dans les chambres avec 2 ou 3 filles, mais l'excentricité s'arrête souvent là. Dans les bordels de luxe, c'est différent. Les filles doivent se plier à l'excentricité des clients et maîtriser tout un savoir-faire érotique
pratique. En tête de gondole vient ce qu'on appelle au XIXe siècle l'art de la masturbation labiale. Comprenez par là le gamahuchage, l'irrumation et consorts. Il y a naturellement bien d'autres pratiques plus ou moins originales, mais nous y reviendrons en temps voulu. Enfin, parfois les maquerelles n'ont pas le choix et doivent se résoudre à embaucher des filles relativement novices ou non initiées à certaines pratiques. Mais pas de panique, il existe un moyen de combler le manque d'expérience. Pour ça, les maquerelles ont recours à ce qu'on appelle dans le jargon des essayeurs. Des messieurs dont la tâche est de former les filles à toutes sortes de pratiques sexuelles, y compris les plus incongrues, pour qu'elles ne soient pas prises au dépourvu face aux demandes des clients. Bien. Commençons par la fellation. On donne aussi aux filles des cours spéciaux pour leur enseigner les arcanes du plaisir. Ah, vous ne me croyez pas? Eh bien, je vais laisser un témoin de l'époque vous convaincre. On le croira avec peine. Il y a, dans ces maisons-là, de véritables cours théoriques et pratiques pour l'éducation des prostituées sur ce point. Dans les premiers temps de leur ignoble apprentissage, les filles ont à surmonter de nombreux hauts-le-cœur, vomissements, et tombent même malades à force de dégoût. Mais finalement, elles se plient à ces exigences cyniques et n'y éprouvent plus aucune répugnance. Alors, est-ce que mon foutre est pas meilleur que celui du bourgeois? Pour ce qui est des essayeurs, les témoignages sont rares. Ces messieurs sont nourris et rémunérés par la maquerelle, mais paraît-il qu'ils ne font pas long feu dans le métier et meurent assez jeunes, d'épuisement, selon toute vraisemblance. Elle me tue, putain, j'ai la bite, on dirait un sachet de thé. Pour en revenir au recrutement du personnel des maisons closes, vous vous doutez que lorsqu'une tenancière décide d'embaucher une fille, le placeur qui lui a fourni touche une commission et... Oh, attendez, dites-moi, quelle heure est-il? 10 heures déjà? Oh, nous ferions bien d'y aller. La place de Clichy est un repère de placeurs, mais ce n'est certainement pas là qu'on trouve les maisons closes de luxe. Pourtant, ce n'est pas ça qui manque à Paris. Au XIXe siècle, le nombre de maisons closes varie. Officiellement, dans la capitale, de 1800 jusqu'au début des années 1880, il oscille entre 100 et 200 établissements, dans lesquels se répartissent 1000 à 2000 prostituées. Mais à partir des années 1880, le nombre diminue et on ne compte plus guère que quelques dizaines d'établissements et plusieurs centaines de filles à la fin du siècle. Voilà. Ceci dit, à Paris, on compte régulièrement des pics d'ouverture de maisons closes, notamment pendant les expositions universelles. Et oui, songez-y, Paris a une réputation sulfureuse qui a largement dépassé les frontières, et nombreux sont les touristes étrangers qui fantasment sur la ville et veulent vivre l'expérience des fameux bordels de la ville lumière. Quoi qu'il en soit, Clichy n'est pas vraiment un bon endroit pour tenir une maison close de premier ordre. Non, pour en trouver, il nous faut plutôt aller vers les quartiers plus chics, comme les nouveaux boulevards aménagés par Haussmann, autour de l'Opéra, de la Madeleine ou de la Bourse par exemple. Et oui, c'est naturellement autour de ces endroits très fréquentés par la bourgeoisie qu'on trouve les bordels pour bourgeois. Mettons-nous en route sans lambiner, sinon nous serons en retard. Oh, je sais, 10h du matin c'est peut-être un peu tôt pour aller rendre visite aux prostituées, mais je vous rassure, nous n'allons pas au Lupanar en tant que clients, mais en tant qu'invités, pour assister à la journée des filles. Du moins, jusqu'à ce que la nuit tombe. Mais allez, ne prenons pas racine. Tenez, pendant que nous marchons, savez-vous comment on s'y prend pour ouvrir une maison close au XIXe siècle ? Eh bien, on peut le dire, ce n'est pas une partie de plaisir. Tout ce que l'administration a de plus retors. En théorie, les tenancières en devenir doivent simplement envoyer une demande au préfet qui leur accordera ou non le droit d'ouvrir un établissement. On nomme officiellement ces établissements les maisons de tolérance, car même si la prostitution est théoriquement illégale en France, la maison de la tenancière est tolérée par les autorités. Pour formuler sa demande, la tenancière doit tout d'abord avoir l'accord de son mari. De son côté, la préfecture effectue une enquête sur la future maquerelle avant de donner sa permission. On se penche sur les antécédents judiciaires de la tenancière en devenir, mais aussi sur la localisation de son établissement qui ne doit pas être situé trop près des écoles, des collèges, des lieux de culte, des pensionnats, des palais et de la résidence du chef d'État, naturellement. Je n'ai pas de commentaire à faire, si ce n'est que c'est toujours dommage. Le plus dur pour les maquerelles est de trouver des locaux. Il faut une grosse mise de départ car les tenancières ne sont pas propriétaires de leur maison, mais souvent de simples locataires des murs. Les propriétaires, qui doivent eux aussi donner leur accord pour appuyer la demande de la future maquerelle, sont de riches marchands, des avocats ou même des rentiers. Ah, vous pensez qu'ils ne sont pas d'accord pour accueillir ce genre d'établissement ? Eh bien, détrompez-vous, c'est tout le contraire. Comme ils savent qu'une maison close peut rapporter gros, ils augmentent drastiquement les loyers lorsqu'une tenancière se montre intéressée par leurs biens. Et ils ne se privent pas non plus pour augmenter le loyer selon leur bon vouloir, même après la signature du bail. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. À la grosse somme à payer aux propriétaires pour devenir locataires, s'ajoute le montant à régler pour les travaux d'aménagement et l'achat du mobilier qui sont à la charge exclusive de la tenancière. Il n'est d'ailleurs pas rare que ces dernières s'endettent parfois auprès des propriétaires pour tout payer, et certains de ces derniers en tirent de gros profits. Du fric.
Oh, en parlant de profit, vous avez sans doute remarqué que je n'en tire directement aucun de cette chaîne puisqu'elle est volontairement démonétisée. Et oui, qui a envie de voir de mauvaises réclames interrompre une vidéo intéressante? Personne, moi le premier. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir de lire Le Temps des Temps. C'est donc à vous que j'en appelle pour récompenser mon travail, si vous estimez qu'il en vaut la peine, cela va de soi. Pour ça, je vous invite à aller faire un don sur ma page Tipeee. C'est important car plus vous êtes nombreux à participer, plus je peux me permettre d'investir du temps et des moyens dans la réalisation de vidéos. Bref, foncez, le lien est en description. Mais où en étais-je ? Ah oui, je vous disais que les propriétaires d'immeubles avaient des trucs pour plumer les maquerelles. Je te dévoile une méthode qui va te permettre de gagner de l'argent pour seulement 10 secondes de travail. Littéralement. La combine consiste à s'arranger pour cribler les tenancières de dettes, en augmentant les loyers par exemple. Lorsque la maquerelle ne peut plus payer, le propriétaire rachète les meubles une bouchée de pain pour éponger la dette, puis met sa locataire à la porte. Le bougre se retrouve alors avec une maison close meublée et refaite à neuf, qui fera le bonheur d'une nouvelle tenancière qui contractera, elle aussi, peut-être, une nouvelle flopée de dettes. Je suis pas facile comme propriétaire. Oh, t'es pas... tu rigoles quoi. Un cercle fort vicieux. Et bien entendu, la tenancière ne fait pas ce qu'elle veut dans sa maison. Elle est soumise à un règlement. Les mineurs sont interdits, que ce soit chez les prostituées ou les clients. La seule exception est la présence d'un enfant en bas âge qui doit quitter l'établissement dès l'âge de 4 ans. Autre point du règlement, la visite médicale est obligatoire, et toutes les filles qui veulent entrer dans une maison close doivent en passer une au préalable avant de pouvoir intégrer l'établissement. Je vais mettre un spéculum. De plus, les futurs employés doivent être inscrites dans le registre des prostituées de la ville, tenu par la préfecture, et qu'on surnomme avec mystère le livre sans nom. Autre petit détail, il faut au moins 2 employés pour qu'un établissement soit considéré comme une maison de tolérance. Il y a bien d'autres restrictions, mais je vais les passer sous silence, de peur de vous assommer avec. Ce règlement, pourtant strict, est rarement respecté à la lettre, et la police, partiellement corrompue, ferme souvent les yeux sur les abus. Monsieur, je vous engage à ne pas vous moquer de la justice, sans quoi je vous enverrai dans un endroit où vous n'auriez pas envie de plaisanter. Mais attention, si un écart est observé, la maison peut être fermée sans sommation. Bref, ouvrir sa maison est un véritable parcours du combattant pour les tenancières. Ce n'est pas pour rien que ces dernières sont souvent des femmes à poigne. Il me semble que nous ne sommes pas bien loin de la maison close que je voulais vous montrer. Alors si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il faut prendre à droite. Ah, je crois que nous arrivons, c'est juste là. Attendez, avant d'entrer, j'ai quelques consignes à vous donner. Premièrement, et si elle vous plaît, n'oubliez pas de partager cette vidéo, c'est très important car c'est vous qui pouvez faire grandir la chaîne. Alors ne vous retenez pas à poser un pouce, donnez-moi vos impressions et faites tourner. Deuxièmement, vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour vous tenir au courant de mon actualité et découvrir toute une foule de choses. Et enfin, vous pouvez rejoindre le manoir, le serveur Discord de la chaîne, via un lien d'invitation qui se trouve en description. Attention toutefois, les places sont limitées. Bien, nous voici devant la porte d'entrée de la maison close. Nous allons pouvoir entrer. Nous voilà devant la porte d'entrée caractéristique des maisons de tolérance. La tenancière est prévenue de notre venue. Attendez, je vais tout de même toquer. On n'entre pas dans une maison close comme dans une foire à la saucisse. En principe, personne ne vient dans la maison à cette heure, mis à part les fournisseurs, les prestataires comme les coiffeurs, ou les médecins qui se présentent une fois par semaine pour la visite médicale. Nous ne sommes rien de tout cela, mais ne vous en faites pas, jamais passe droit. Ah, bonjour, c'est le Strige, je viens avec quelques invités. Madame est prévenue de notre passage. C'est bon, nous pouvons entrer. La dame à qui je viens de parler est une bonne. On en compte quelques-unes dans les grandes maisons de tolérance. Elles assurent l'intendance, le nettoyage des chambres, la cuisine, etc. Bref, elles veillent au bon train de la maison. Oh, je vous en prie, vous n'allez pas encore tout me saloper comme l'autre fois. La plupart du temps, ces bonnes sont d'anciennes prostituées qui sont devenues un peu trop vieilles pour les goûts de la clientèle. Mais bien sûr, les jours d'affluence, elles peuvent exceptionnellement reprendre du service. Elles sont souvent habillées très sobrement pour attirer aussi peu l'attention que possible. Dans les grandes maisons de tolérance, elles sont souvent secondées par des cuisinières, des couturières, des femmes de chambre, etc. Et oui, il faut du personnel pour entretenir ces maisons qui comptent plusieurs salons et, cela va de soi, une myriade de chambres. Comme vous pouvez le constater, le bordel est conçu sur plusieurs niveaux. Dans la majorité des cas, le rez-de-chaussée est constitué de différents salons qui se remplissent à la nuit tombée. Mais pour l'instant, il est à peine 11h et tout est désert, puisque c'est à ce moment de la journée que la maison close se réveille et que les filles descendent de leur quartier. Quand je dis quartier, n'allez pas croire qu'elles dorment dans les mêmes chambres que celles où elles travaillent. Oh non, le luxe est réservé à la clientèle. Les filles dorment dans un dortoir commun situé la plupart du temps sous les combles. Même dans les maisons de premier ordre, on est à la limite de l'insalubrité, humidité, crasse, etc. Par souci de
place, les filles dorment parfois à 2 dans un seul lit, ce qui, soit dit en passant, est contraire au règlement officiel imposé aux maisons. Elles passent leur nuit dans des lits sommaires ou dans des paillasses parfois remplies de punaises ou de puces. La promiscuité est grande et les filles n'ont quasiment pas d'intimité car tout se fait dans les lieux communs, y compris la toilette et les besoins naturels relatifs à l'aisance du corps. Les filles ne sont pas encore descendues et c'est normal. Après leur réveil, vers 11h, elles font leur toilette et se pomponnent. Pour l'anecdote, il n'est pas rare de retrouver dans les dortoirs de petites traces de brûlures sur les murs. C'est par souci d'économie, les filles se servent de suie et de charbon en guise de colle. Pendant ce temps-là, on s'active en cuisine car c'est vers midi qu'on prend le premier repas de la journée. La table est dressée dans un des nombreux salons de l'établissement ou directement dans la cuisine. Oh, d'ailleurs, regardez, vous remarquez qu'il y a 2 bouteilles de champagne sur la table. Ce détail n'est pas un hasard, il signifie que 2 des filles viennent de se mettre officiellement ensemble. On saura précisément qui lors du passage à table, puisque chaque bouteille de champagne sera placée devant les 2 membres du nouveau couple. Ce genre d'amour saphique n'est pas vraiment rare dans les maisons closes. Et oui, les filles vivent ensemble en permanence et créent des liens très forts entre elles. Certaines ont aussi fini par être dégoûtées du genre masculin par des clients manquant cruellement de prévenance, et trouvent donc de l'affection et de l'amour auprès de leurs consoeurs. Mais d'autres filles ont ce qu'on appelle dans le milieu un dessous, c'est-à-dire un amant de cœur. Cet amant a parfois l'autorisation de venir plusieurs fois par semaine pour passer un peu de temps avec sa douce. Si la prostituée négocie bien auprès de la tenancière, elle peut même faire quelques sorties en dehors de la maison avec son compagnon. Ce genre de requête est souvent accepté par la tenancière, non pas par sympathie, mais parce que la fille se sentira redevable et ne rechignera pas au travail. Ah, voilà les filles qui descendent manger. Dans la plupart des maisons, elles ont au moins 2 repas, mais dans les grandes maisons de tolérance, il peut y en avoir 3. Le premier est un déjeuner qui se déroule aux environs de midi. Le deuxième un dîner qui se prend en fin d'après-midi, vers 17-18 h, avant le début de la soirée. Le dernier repas, plus frugal, a lieu dans la nuit, après le départ du dernier client. Ces repas sont importants et plutôt copieux, car les filles ont une activité physique assez intense et doivent être en forme. En principe, la maquerelle assiste au moins au repas du midi, mais on dirait qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Dans les grandes maisons, cela arrive parfois. Tout simplement parce qu'à force de fréquenter la grande bourgeoisie et l'aristocratie, les tenancières ont réussi à se faire de bons contacts et de gros revenus. Elles partent donc parfois en vacances dans des endroits huppés, typiquement la Côte d'Azur ou la Côte Fleurie en Normandie. En l'absence de la maquerelle, c'est la sous-maîtresse, sa subalterne directe, qui s'occupe de veiller sur les filles et le bon fonctionnement de l'établissement. Si la maison marche bien, la sous-maîtresse peut se faire un joli petit salaire, 2400 à 6000 francs mensuels. C'est beaucoup quand on sait qu'un ouvrier peine à dépasser les 100 francs par mois. La sous-maîtresse, qui est, comme les bonnes, une ancienne prostituée, a pour principale mission de s'assurer que la discipline est respectée dans la maison. Sa relation avec les filles est un peu particulière. Elle peut les aider, demander pour elles certaines faveurs à la maquerelle, la macasse, comme la surnomment les filles, mais c'est également à elle que les filles doivent s'adresser si elles ont besoin de quelque chose. Cigarettes, confiseries, alcool, linge, chandelles, médicaments, fournitures diverses, etc. Comme vous pouvez le constater, l'ambiance dans une maison close en journée n'a rien à voir avec celle qu'on y trouve le soir. Après le déjeuner, les filles occupent les après-midi en jouant aux cartes, en lisant, pour celles qui savent lire, en fumant, en bavardant ou en chantant des chansons. Certaines font du tricot, d'autres, les musiciennes, peuvent jouer du piano puisqu'il n'est pas rare d'en trouver au moins un dans la plupart des maisons closes. Les prostituées ont la réputation d'être superstitieuses et il arrive que certaines passent leur temps libre à tirer les cartes pour connaître l'avenir. La question la plus récurrente est de savoir si la soirée sera bonne ou pas. Sans être pratiquantes, beaucoup des prostituées ont un certain attachement à la religion. D'ailleurs, un témoin nous rapporte: lorsqu'un curé s'aventure dans ces rues pour passer un quart d'heure de plaisir, il est hué par le personnel de toutes les maisons, s'il n'a pas eu la précaution de revêtir un costume laïque. Les maquerelles le rappellent à la pudeur, lui refusent l'entrée de leurs établissements. Les filles lui font les cornes et le traitent de cochon. L'infortuné est obligé de retourner bredouille à son domicile. Oh, le cochon, oh, on a un coup de pied dans le derrière. Mais, vous l'avez compris, d'une manière générale, la journée des prostituées est assez routinière, monotone, et les loisirs sont on ne peut plus sages. Il arrive parfois qu'un ou 2 clients habitués passent dans l'après-midi, mais c'est plutôt rare et... comment ? Ah, vous vous demandez pourquoi les filles ne vont pas prendre un peu l'air ? Oh, la réponse n'est pas compliquée. Elles ne peuvent tout simplement pas sortir. Enfin, si, elles le peuvent, mais uniquement pour certaines raisons. La première, vous la connaissez déjà, c'est quand elles sortent avec leur amant, leur dessous. La deuxième, c'est quand la maquerelle organise une sortie collective. La plupart du temps, il s'agit d'aller pique-niquer à la campagne ou de voir une pièce de théâtre.
La sortie au théâtre a d'ailleurs plusieurs intérêts. Pour les filles, il s'agit de se divertir un moment loin du bordel, mais pour les maquerelles, c'est l'occasion de montrer le personnel de la maison dans la bonne société et d'attirer les œillades envieuses des bourgeois qui se feront un plaisir de passer après la représentation. Une sorte de publicité, pour le dire plus vulgairement. Il arrive aussi parfois que quelques filles fassent une escapade à l'extérieur, mais elles sont toujours en compagnie de la sous-maîtresse qui les surveillera de près. L'autre raison de sortir est si un client a payé pour passer la journée entière avec une des filles, auquel cas elle a le droit de rester dehors avec lui. D'ailleurs, le client doit verser une grosse caution, au cas où il décide de se faire la malle avec la prostituée et qu'il ne la ramène pas. Le dernier cas de figure, plus tragique, est la sortie pour cause d'enterrement, que ce soit celui d'un proche de la prostituée ou même d'une des filles de la maison. Car oui, dans ce métier, on meurt facilement. Les maladies vénériennes ne sont jamais loin et représentent une véritable hantise pour les filles. En ce qui concerne ces maladies, la médaille d'or revient au chancre mou, une infection bactérienne pouvant dégénérer en ulcère, vient ensuite la chaude-pisse, sur laquelle je ne m'attarderai pas, puis la syphilis, qui a la particularité de parfois laisser une marque indélébile sur les malades qui l'ont contractée et qui lui ont survécu. Outre les dangers mortels que représentent certaines maladies vénériennes, en attraper une peut être synonyme de renvoi potentiel pour la prostituée malade, qui se retrouvera sans ressources et à la rue. C'est pour ça que beaucoup de prostituées appréhendent les visites médicales hebdomadaires, plus particulièrement les examens au spéculum, lors desquels un médecin inspecte chaque détail de leur anatomie. L'appréhension de la visite peut aussi s'expliquer par le caractère particulièrement intrusif de cette dernière. Mais le mieux est de se référer au témoignage d'un professionnel. Toutes les femmes sont visitées, mais au spéculum, tous les 15 jours seulement. L'examen est aussi complet que possible, et le médecin inspecte les organes génitaux internes et externes, l'urètre, l'anus, la cavité buccale et le tégument externe. À l'issue de la visite, le médecin remplit un registre dans lequel il note le nombre de filles qu'il a examinées. S'il a des doutes sur la santé de l'une d'entre elles, il l'envoie à la préfecture où elle aura une nouvelle consultation. Si le diagnostic d'une maladie vénérienne est confirmé, la prostituée sera envoyée au dispensaire de Saint-Lazare. Je vous emmènerai peut-être un jour le visiter, mais il est de notoriété publique, surtout chez les prostituées, que les conditions de vie y sont particulièrement infâmes. Les séjours au dispensaire sont longs, parfois plusieurs semaines, et ce temps représente autant de jours au cours desquels la prostituée ne travaillera pas, et donc ne rapportera pas d'argent. Pour les tenancières, il vaut donc mieux tenter de cacher les maladies aux médecins de l'inspection et faire soigner discrètement les filles par d'autres docteurs de la ville. Je vous demande pardon ? Ah, vous vous demandez comment il est possible de dissimuler ce genre de choses. La question est légitime, je le reconnais, et la réponse est assez simple. On a recours à du maquillage. Mais je vais laisser un témoin nous donner les détails techniques. Une heure ou deux avant l'arrivée du médecin envoyé par l'administration, un étudiant en médecine appartenant à la bohème de la faculté, quelquefois c'est une sage-femme, se présente, muni d'un spéculum, et fait une première inspection. S'il trouve une fille malade, il la maquille. Un chancre se recouvre d'un minuscule fragment de baudruche adroitement collé avec de la gomme et coloré de carmin. Les ulcérations sont masquées par une simulation de menstru. La fille malade est barbouillée de sang, pour faire croire au médecin qui viendra ensuite qu'elle a ses règles, cas dans lequel l'examen est forcément incomplet, vu les difficultés qu'il présente. Aux filles qui ont des plaques muqueuses ou des ulcérations buccales ou pharyngiennes, on donne à manger quelques pastilles d'une espèce particulière, préparées avec du chocolat. De cette façon, les altérations les plus caractéristiques sont momentanément dissimulées et le médecin officiel n'y voit que du feu. Je précise qu'avoir leurs règles ou être enceinte n'empêche pas les filles de travailler. Au contraire, il semblerait que cela attise l'excitation de certains clients. Si tu crois que c'est le moment de faire le zouave... J'ajoute aussi que si une fille est malade, les médicaments sont assez frais. Bien entendu, la maquerelle avance l'argent. D'ailleurs, toute l'organisation d'une maison close repose sur l'argent que la maquerelle prête à ses filles. Et oui, la dette est la clé de voûte de tout le système des maisons de tolérance. En entrant dans une maison, la prostituée doit d'abord payer le gîte, le couvert, mais aussi toutes les dépenses nécessaires à son métier. Location de vêtements, de bijoux et achat de maquillage, principalement. Tout cela coûte cher, et les filles qui arrivent en étant sans le sou n'ont pas les moyens de tout payer. La première chose qu'elles font en arrivant dans la maison est donc de s'endetter auprès de la maquerelle. Vous pensez probablement qu'une fois la somme réglée, la fille est quitte. Eh bien... que nenni, une fois dans la maison, la prostituée ne touche généralement que la moitié du prix de la passe. Et avec ce qui lui reste, elle doit continuer de payer sa pension, le blanchissage, la réparation éventuelle de ses vêtements, etc. Même l'éclairage qu'elle utilise est à sa charge et elle doit régulièrement acheter des chandelles. En parlant de chandelles, vous vous souvenez que la sous-maîtresse en vend aux filles, tout comme elle vend pléthore d'autres marchandises. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais les tarifs de toutes ces choses sont volontairement gonflés par rapport à leur coût dans le commerce. Maintenant que
vous savez que les filles n'ont pas le droit de sortir, vous comprenez que leur seul moyen de se fournir est de le faire auprès de la sous-maîtresse, et donc d'alimenter toujours plus leurs dettes en achetant des choses banales à des prix indécents. Les dettes peuvent aussi gonfler si les filles se comportent mal, car dès que l'une d'entre elles enfreint le règlement de la maison, elle écope d'une amende qui s'ajoute à son ardoise. Ardoise sur laquelle on peut aussi mettre le prix des cadeaux que les filles font régulièrement à la sous-maîtresse ou à la tenancière pour se faire bien voir et obtenir des faveurs. Pour ne pas s'y perdre avec toutes ces dettes, les tenancières ont des registres dans lesquels elles tiennent scrupuleusement les comptes de chaque fille. Je suis sûr qu'après tout ce que je vous ai raconté, entre les visites médicales fréquentes et intrusives, le quotidien restrictif et vicieux, le système de dette qui régit toutes les maisons, vous vous demandez sans doute pourquoi les filles restent dans de pareils endroits. Eh bien, elles peuvent théoriquement partir et changer de maison si une autre maquerelle rachète leurs dettes, mais dans ce cas, elles changent simplement de débiteur. Si elles s'enfuient sans régler ce qu'elles doivent, ce qui arrive de temps en temps, la maquerelle n'aura aucun scrupule à embaucher des gens peu recommandables pour la retrouver et la faire payer. Non, la plupart du temps, les filles restent en maison, tout simplement. Elles restent car elles viennent souvent de la rue et connaissent les risques d'y exercer le métier. Vol, agression, meurtre, viol, sans oublier l'incertitude de faire suffisamment de passes pour payer son souteneur, son logement et sa nourriture. De plus, il n'est pas rare que les filles trop misérables et déclassées terminent rue Montjol, un lieu que nous avons déjà visité, ou dans des établissements de bas étage surnommés les maisons d'abattage, dans lesquelles je vous emmènerai un jour. Dans ces maisons, les conditions de travail sont tout bonnement épouvantables, et les risques de contracter des maladies vénériennes sont nettement plus élevés. La maison close a l'avantage de garantir à ses employés de la nourriture à profusion, un toit sous lequel dormir, et un minimum de sécurité dans le cadre du travail. Je dis bien minimum, car les filles restent à la merci des lubies parfois violentes de certains clients. Bref, c'est avant tout la sécurité qui retient les filles. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je me rends compte que nous parlons d'elles sans vraiment savoir qui elles sont. Au dire de bon nombre d'auteurs de l'époque, ces femmes sont tantôt des succubes tentatrices, tantôt des feignantes qui se complaisent dans la luxure, tantôt des idiotes incapables de faire quoi que ce soit à part vendre leur corps. On craint l'éventualité d'une guerre dans le Pacifique. Qu'est-ce que ça veut dire, Pacifique? Ça veut dire la paix. Vous vous en doutez, la vérité est tout autre, mais lever le voile sur les prostituées est assez difficile, car quasiment aucun témoignage provenant directement d'une de ces femmes ne nous est parvenu. Ceci dit, on peut tout de même tenter de brosser un portrait type. Comme nous l'avons vu, les prostituées des maisons closes ne sont pas des novices. Elles ont souvent entre 20 et 30 ans et ont exercé dans la rue avant de rentrer dans une maison, pour plus de sécurité. La plupart d'entre elles sont issues d'un milieu modeste, ou de la petite bourgeoisie, et elles ont souvent eu un métier avant de devenir des filles de joie. On compte d'anciennes ouvrières du textile, comme des couturières, des gantières, des modistes, d'anciennes employées de commerce, telles que des fleuristes, des employées de café, des coiffeuses, mais aussi d'anciennes employées de maison, bonnes, femmes de chambre, de compagnie ou cuisinières. Et enfin, on trouve aussi dans les rangs des filles des artistes à la carrière incertaine, principalement des actrices et des chanteuses. En moyenne, une fille sur deux sait lire et écrire. Ce sont souvent celles qui sont issues de la petite bourgeoisie, les filles de négociants ou de marchands. Ces femmes ont très peu de possessions lorsqu'elles entrent dans une maison. Très souvent, les effets personnels se limitent à ce qu'elles ont sur le dos. Une fois au bordel, la seule chose qu'elles gardent pour elles, c'est leur nom. Et oui, en entrant dans le métier, elles adoptent un pseudonyme, ce qu'elles appellent des noms de guerre. Je vais laisser un auteur de l'époque nous en dire plus sur le sujet. Les noms que les filles publiques adoptent sont de deux genres bien tranchés. Dans la classe quelque peu élevée de la prostitution autorisée, ces noms sont choisis avec une certaine recherche. Beaucoup sont ceux des héroïnes de romans en vogue. Dans les classes inférieures, ce sont de vrais sobriquets. Dans les maisons de premier ordre, c'est parfois la tenancière elle-même qui impose un nom, selon sa fantaisie, pour donner une certaine prestance à ses filles. Quand ce n'est pas le cas, c'est la fille qui choisit, mais elle doit s'adapter au standing de la maison. On ne s'appelle pas belle gueule ou la boiteuse quand on travaille dans une maison de luxe. La plupart du temps, les prostituées optent pour un nom tiré d'un roman ou d'un opéra à la mode, comme Carmen, Fantine ou Nana. Je mets d'autres exemples à l'écran pour les curieux. Ces noms sont choisis par les prostituées pour masquer leur identité, et elles le font pour plusieurs raisons. Par exemple pour préserver leur famille qui ne connaît pas leur activité et qui n'y sera pas associée, pour masquer d'éventuels antécédents judiciaires à la maquerelle, ou bien tout simplement parce qu'elles se moquent de leur véritable nom et préfèrent répondre à un surnom. Ah, on dirait que quelqu'un vient. À cette heure-ci, il est fort peu probable que ce soit un client. Quoique, dans les maisons closes pour petits et moyens bourgeois, l'activité peut commencer tranquillement dans l'après-midi. Attendez, je vais demander à la sous-maîtresse qui c'est. Bon, c'est un docteur qui vient d'arriver. Il ne passe pas pour la visite médicale, mais pour ses recherches. Je vous demande pardon ?
Ah non, ce n'est pas une blague, il vient vraiment dans le cadre d'études personnelles. Et oui, au 19e siècle, la prostitution fascine, et tout le monde se pose la même question. Pourquoi les filles se prostituent-elles ? Ce sont surtout les médecins qui tentent de donner des réponses, et même s'ils ont conscience que le milieu social et le parcours individuel de chaque fille peuvent comporter des indices, ils veulent en trouver d'autres, de nature biologique et génétique. Ils cherchent toutes les particularités physiques qui permettraient de différencier les prostituées, qu'ils pensent prédestinées au vice, des femmes dites honnêtes. C'est un peu le même concept que l'anthropométrie judiciaire avec le système Bertillon. Pour cela, les médecins n'hésitent pas à venir dans les bordels pour effectuer tout un tas de mesures anthropométriques sur les filles. Écartement des yeux, taille de la boîte crânienne, longueur des membres, etc. Ils notent tout, y compris les particularités intimes des filles, comme la taille de leurs lèvres vaginales et celle de leur clitoris. Tout est passé au peigne fin. Quel est le but de la manœuvre, me direz-vous ? Eh bien, l'objectif est tout simplement de démontrer que certaines particularités physiques, parfois héréditaires, sont propres aux prostituées et absentes chez les femmes honnêtes. Savoir les reconnaître permettrait donc d'identifier plus facilement les prostituées. Vous ne me croyez pas ? Oh, il est vrai que pour des voyageurs venus du XXIe siècle, ces pratiques sont tout à fait singulières, et pourtant il existe des ouvrages entiers sur le sujet. L'une des références en la matière a même été écrite par une femme, le docteur russe Pauline Tarnowski, et s'intitule sobrement « Études anthropométriques sur les prostituées et les voleuses ». Il est sorti en 1889 et est assez obsolète pour un lecteur du XXIe siècle. Pardon ? Comment ? Non, j'étais sûr que vous alliez me demander un extrait. Bon, si vous insistez, voici un passage de la conclusion de la partie sur les prostituées. Premièrement, les prostituées habituelles sont des êtres entachés d'une hérédité morbide plus ou moins lourde, telles que l'alcoolisme, la phtisie, la syphilis et les maladies nerveuses et mentales qu'elles comptent de leur ascendance. Deuxièmement, elles présentent des signes de dégénérescence physique et psychique incontestables, grâce auxquels le plus grand nombre d'entre elles ne sauraient être classées parmi les individus sains et normaux. L'anomalie psychique des prostituées se signale soit par une débilité de l'intelligence, plus ou moins manifeste, soit par une absence notoire de sens moral. Je vous rassure, il n'y a pas que des docteurs férus de génétique et de mensuration humaine qui s'intéressent aux prostituées et aux causes qui les poussent à exercer leur métier. Il y a aussi des sociologues, des penseurs, des politiciens, mais je vais me garder de me perdre dans le développement de ces différents points de vue qui, malgré leur intérêt, nous écarteraient un peu trop du sujet. Mais attendez, que disais-je ? Ah oui, nombreux sont ceux qui veulent savoir pourquoi certaines femmes se sont orientées vers les maisons closes. Il faut dire que les tolérances fascinent, tant ceux qui sont déshabitués que ceux qui y sont farouchement opposés. Enfin, la cause principale est, le plus souvent, la misère. Oh, l'après-midi est presque terminé. La nuit se lève paisiblement et la soirée et ses turpitudes approchent à grands pas. Les filles termineront l'après-midi par une collation avant de monter se changer et de se maquiller pour la soirée, qui commence aux alentours de 20h. La maison perdra son calme dès l'arrivée du premier client et ne redeviendra paisible que quand le dernier sera parti. Mais vous voyez, les journées types dans une maison close sont plutôt calmes, ce qui n'est pas le cas des soirées. Oh que non. D'ailleurs, changeons de maison et allons nous promener sur les boulevards, car justement, on dirait bien que la soirée commence. J'ai fait demander un fiacre qui nous conduira. En route. Ah, je les oubliais. Saviez-vous qu'en plus de réaliser des visites, j'écris aussi des fictions audio ? Elles sont toutes disponibles sur la chaîne, mais figurez-vous que l'une d'entre elles, intitulée « Votre grâce est sur les dents », a été publiée et est désormais disponible en livre. Vous pouvez commander le roman chez votre libraire ou en ligne, en espérant qu'il reste du stock. N'hésitez pas, les détails sont en description. On dirait que nous arrivons sur les grands boulevards. Vous êtes prêts pour la soirée ? Eh bien, allons-y. Comme tous les clients des maisons closes, notre soirée commence dans la rue, sur les boulevards. Voyez-vous cette femme qui interpelle les chalands ? Il s'agit d'une racoleuse. Elle fait de la publicité pour la maison close dans laquelle elle travaille. Comment fait-elle ? Eh bien, elle distribue des cartes de visite, dit quelques phrases salaces, mais pas que. Ces femmes peuvent aussi donner aux clients potentiels des cartes postales assez osées sur lesquelles ils peuvent admirer des photographies des prostituées dans le plus simple appareil, et dans des poses parfois provocantes. L'idée est de donner aux bourgeois hésitants un aperçu du personnel et de le convaincre de se ruer dans la maison pour profiter immédiatement des plaisirs qu'on y trouve. Officiellement, ce racolage est interdit, mais officieusement, comme beaucoup de choses en ce qui concerne la prostitution, la police ferme souvent les yeux. Cette étrange mansuétude s'explique par deux raisons. Premièrement, la police a parfois des mouchards dans les maisons. Le plus souvent, il s'agit du mari de la tenancière, qui n'intervient pas officiellement dans la gestion de la maison, mais qui est le seul
seul homme autorisé à y habiter. Il peut fournir des rapports réguliers concernant certains clients à la police qui laissera l'établissement tranquille en retour. Deuxièmement, la corruption n'est pas rare, d'autant plus que dans les maisons closes, on peut facilement corrompre en argent ou en nature. Comme vous le savez probablement, les maisons closes se doivent d'être tout à fait discrètes pour ne pas choquer les honnêtes gens qui passeraient devant. On les signale souvent avec un gros numéro peint et une lanterne rouge qui est allumée pendant les heures d'ouverture. Une vieille coutume datant de l'époque médiévale, semblerait-il. Mais les grandes tolérances, les maisons de luxe, se passent parfois de ces discrets atours. La plupart du temps, elles se trouvent dans des immeubles tout à fait ordinaires qui se distinguent simplement par une grosse porte et, éventuellement, quelques petites sculptures de Cupidon sur la façade. Mais rien de plus. Tu veux te battre, hein? Viens maintenant. Cette discrétion qui frôle la simplicité s'explique par le fait que ces établissements sont déjà célèbres dans toute la ville et ne s'y rendent que les clients fortunés qui connaissent déjà l'adresse. Donc nul besoin de signaler l'endroit. Les volets de la maison sont souvent fermés, c'est le règlement. Mais comme vous pouvez le voir, ils sont parfois ouverts. On ne voit pas pour autant ce qu'il se passe à l'intérieur, car le verre des vitres est dépoli et de fins rideaux sont tirés. Quel est le but de la manœuvre ? Oh, tout simplement de piquer la curiosité des passants, car même si on ne voit pas nettement ce qu'il se passe dans la maison, les filles s'amusent à prendre des poses suggestives devant les fenêtres, créant ainsi des ombres chinoises assez évocatrices. C'est chaud, hein? Ça va chauffer dans les Bermudas. D'ailleurs, nous voilà arrivés. Qu'il soit remarquable ou pas, chaque bordel est pourvu d'une imposante porte trouée par un Judas. Les clients qui y toquent seront soigneusement observés par la sous-maîtresse avant de pouvoir rentrer. Car oui, c'est la sous-maîtresse qui s'occupe de faire rentrer, ou non, les clients. Cette vérification sert à s'assurer que le client est bien un bourgeois à la mise suffisamment chic pour pouvoir entrer dans l'établissement et faire tourner le commerce. Et non pas une bande d'ouvriers ou de rustres venus mettre le bazar. D'ailleurs, la hantise des sous-maîtresses est ce qu'on appelle les veilleurs de mort. Ce sont de jeunes gens qui viennent en groupe avec des intentions assez peu louables. Je vais laisser un auteur de l'époque nous rapporter plus précisément leur facétie. Le gros de la bande se dissimule de son mieux en s'éparpillant le long des murs et dans les recoins sombres de la rue. 2 ou 3, choisis parmi ceux qui ont les allures les plus paisibles, viennent frapper à la porte du lupanar dont ils projettent le siège. La sous-maîtresse regarde par le Judas et, croyant à une bonne aubaine, ouvre pleine de confiance. À peine la porte est-elle entrebâillée, toute la bande, prévenue par un signal, se précipite et l'envahissement du bordel est consommé. En vain, la matrone proteste contre cette irruption. En vain, la sous-maîtresse lève au ciel ses bras et jure par tous les saints du paradis que c'est une trahison, qu'elle a cru n'ouvrir qu'à 3 messieurs. Nos garnements entrent, s'installent, débordent dans les salons où ils dérangent les vieux habitués en train de faire du pelotage et, sans respect pour l'incognito des clients, accaparent les femmes qui rient sous cape de la distraction offerte par ces intrus en belle humeur. Comment ? Vous voulez en savoir plus sur les bêtises de ces jeunes gens ? Très bien, laissons notre témoin poursuivre. La maquerelle s'interpose et enjoint aux filles de rentrer dans le devoir et de quitter immédiatement les chenapans. Elles obéissent, mais ceux-là, pendant la discussion, ont réussi à s'emparer d'un salon. Ils ont allumé les becs de gaz et ils poussent des clameurs incohérentes ou imitent des cris d'animaux. C'est un vacarme effroyable. On trace des inscriptions sur les murs, on raye les glaces avec des diamants, on jette de l'acide sulfurique sur les rideaux, on introduit dans le piano des ordures apportées du dehors. Quelquefois, on ne prend même pas la peine de les apporter. Finalement, la bande se retire après avoir commis 1000 dégâts et se rend dans une autre maison pour recommencer ses exploits. Vous comprenez sans doute mieux la méfiance des sous-maîtresses lorsqu'elles accueillent de nouveaux clients. Enfin, à ma connaissance, nous ne sommes pas des veilleurs de mort, et il n'y a aucune raison de ne pas nous laisser rentrer. Qu'est-ce que je vous disais ? La porte s'ouvre. Entrons. Attention, je préfère vous prévenir que... la sous-maîtresse a la main sur nos bijoux de famille et les palpe avec une certaine suspicion. Je vous rassure, c'est normal. La manœuvre a pour but de vérifier que nous n'avons pas de maladie vénérienne. Certes, c'est un examen très sommaire à l'efficacité un tantinet discutable, mais la sous-maîtresse l'applique pour chaque nouveau client. Il arrive que des clients malades passent entre les mailles du filet, ou plutôt entre les phalanges de la sous-maîtresse. Certaines prostituées ont donc l'habitude, lorsqu'elles sont avec un monsieur qu'elles ne connaissent pas, de l'observer discrètement avant de passer à l'acte. L'idée est d'essayer de voir si l'homme a des lésions ou tout autre indicateur signalant qu'il est porteur d'une maladie sexuellement transmissible. Si c'est le cas, la fille peut trouver un prétexte pour s'éclipser et avertir la sous-maîtresse. Et oui, pour les filles, attraper une maladie vénérienne, c'est risquer de mourir. Et pour les maquerelles, qui sont avant tout des entrepreneuses, c'est la réputation de leur maison qui risque d'être vérolée, si vous me permettez cette expression. C'est drôle, hein?
Même quand tu veux être gentil, tu trouves le moyen d'être fumier, toi. Vous remarquerez que nous sommes dans une sorte de vestibule et toutes les portes qui donnent sur les salons sont fermées. Cela s'explique par le fait que dans les maisons de premier ordre, la discrétion est de mise et tout est fait pour que les clients souhaitant rester anonymes puissent l'être. Certaines maisons sont même conçues pour que les clients ne se croisent jamais. En parlant de clients, on en distingue plusieurs types dans les bordels de luxe. Premièrement, des célibataires qui viennent y satisfaire leur sexualité en attendant, éventuellement, de se marier. Deuxièmement, des hommes mariés qui viennent pour une simple partie de jambes en l'air, ce qui est plutôt commun puisque, dans la mentalité bourgeoise officielle de l'époque, on se marie pour faire des enfants, et en aucun cas une épouse bourgeoise honnête ne saurait pratiquer la chose à d'autres fins que la procréation. Troisièmement, les vieux barbons, les hommes laids ou trop timides pour arriver à séduire ailleurs que dans une maison close, et enfin, les hommes qui viennent pour satisfaire toutes sortes de fantasmes qui vont du farfelu à la malsanité. Faut pas exagérer avec le martini. Dans les différents salons, derrière les portes closes, se trouvent les clients et les filles. Ils sont en train de boire, de fumer et de discuter. Certains se livrent à ce qu'on appelle du pelotage, un terme dont la définition me paraît plutôt superflue. Mais avant que nous n'allions plus loin dans la maison, permettez-moi de vous poser une question. Vous êtes plutôt miché ou flanelle ? Ah, ces termes ne vous sont pas familiers. Eh bien, un miché, c'est un client qui monte dans une chambre avec une ou plusieurs filles à un moment de la soirée. Je vais faire de toi une vraie femme. Et une flanelle, c'est un client qui se contente de se rincer l'œil et le gosier dans un des salons du lupanar. D'une manière générale, on n'aime pas trop les flanelles dans les maisons, tout simplement parce qu'ils ne rapportent pas beaucoup. Sale petit rapia de merde. Juste le prix des consommations qu'ils prennent. Pour s'en débarrasser, les maîtresses ont une technique. Comme je vous l'ai dit, les clients et les prostituées sont répartis dans différents salons. Si une flanelle commence à trop accaparer une fille au détriment de braves michets intéressés, la sous-maîtresse informe la dite demoiselle qu'elle est soi-disant attendue dans un autre salon et cette dernière s'en va. Le client flanelle a 3 options. Soit il monte finalement avec la fille qui est sur le point de partir, soit il trouve une nouvelle fille qui sera écartée comme la précédente, soit il se retrouve tout seul et comprend qu'il est temps pour lui de partir. Mais si vous êtes un miché et que vous ne venez pas uniquement pour regarder les filles, c'est une autre affaire. Pour avoir le droit de monter, vous devrez d'abord acheter des jetons à la sous-maîtresse. Chaque jeton vous donne le droit à une passe, et vous devrez le mettre dans la tirelire de la prostituée ou lui remettre directement avant de monter. Après la soirée ou le lendemain, les filles remettront leurs jetons à la sous-maîtresse et recevront leur paye en conséquence. Oui, on le sait que t'as bien turbiné. Dans les grandes maisons comme celle où nous sommes, la passe est très chère, 10 à 20 francs, voire plus, selon les envies. À cette somme, il faut ajouter le prix des éventuelles consommations et un pourboire qui sera reversé à la prostituée après la passe. Dans le jargon, on appelle ça des gants. Avec tout ça, la note peut encore grimper de plusieurs dizaines de francs. Bref, une visite au lupanar vaut son pesant d'or. Pour vous donner une comparaison, le prix d'une telle soirée peut représenter 1 voire 2 mois de salaire, si ce n'est plus, pour un ouvrier modeste. Et dans les bordels d'entrée de gamme, on peut avoir une passe pour 2 ou 3 francs seulement. Mais revenons à nos salons de maisons closes. Les lupanars de second ordre n'en ont qu'un ou deux, mais dans les maisons huppées, on en trouve plusieurs, décorés avec beaucoup de goût et avec un luxe absolument retentissant. C'est dans ces salons que les filles déambulent en tenue de travail, et ces tenues peuvent être très variées. En général, plus la maquerelle a de bonnes relations avec la police, moins les filles portent de tissu sur elles. Oh, il faudrait qu'elle soit seins nus, mais elle va avoir froid. Je vais laisser un témoin nous en dire un peu plus sur les tenues des prostituées. Tantôt les femmes n'ont pour tout vêtement qu'une paire de bas rayés et une paire de bottines brodées ornées de couleurs vives, attirant l'œil. Tantôt elles sont à moitié vêtues de peignoirs, plus ou moins transparents, de costumes bizarres, découvrant la poitrine et les jambes. Quelquefois, elles portent des toilettes de ville complètes, avec des robes à longue traîne qui donnent l'illusion de grandes dames dans un salon. Bien sûr, les maquerelles mettent un point d'honneur à trouver des tenues adaptées au physique de chaque fille, pour mettre en valeur autant d'avantages anatomiques que possible. Il arrive que, dans certains bordels, les filles soient déguisées, selon les fantaisies de la matrone. En général, plus le bordel est luxueux, plus les costumes sont variés. Il en va de même pour la décoration. Dans les maisons les plus huppées, comme le Chabanais, qui doit son nom à la rue où il est situé, la rue Chabanais, non loin du Palais Royal, les salons sont de véritables décors. L'entrée a des allures de grotte, certains salons sont recouverts de miroirs ou reconstituent des décors tantôt exotiques, tantôt exubérants. Et il en est de même pour les chambres. La plus célèbre d'entre elles est la chambre japonaise, qui fut même primée lors d'une exposition universelle, et dans laquelle on peut se rendre avec des moussemées, des vraies comme des fausses.
Le fameux Chabanais a d'ailleurs vu passer des rois, des maharajas, des peintres comme Toulouse-Lautrec ou Dali, mais aussi des écrivains comme Maupassant ou Éric Maria Remarque, qui y venaient avec sa maîtresse, Marlène Dietrich. Le lit n'est pas trop grand pour moi. Car oui, les maisons de luxe ne sont pas uniquement réservées aux hommes. Les amours saphiques y ont leur place, mais sont surtout l'apanage des grandes bourgeoises qui viennent incognito, au même titre que certains messieurs. On appelle ces femmes les tribades, les lesbiennes, pour utiliser un langage actuel. Même si l'homosexualité est perçue comme une déviance à l'époque, elle a tout à fait sa place dans les maisons closes. Déjà, la pratique est assez courante entre les prostituées elles-mêmes qui sont, comme vous le savez déjà, parfois en couple. Mais il n'est pas non plus rare que les filles soient initiées aux pratiques homosexuelles, que ce soit pour le bon plaisir des clientes ou celui des clients. Les hommes homosexuels, qu'on appelle à l'époque avec les mots aujourd'hui connotés de tapette, pédé, tarlouse, etc., etc. ou parfois, et ce mot désigne uniquement les jeunes et faibles qui se prostituent, des Jésus, sont les bienvenus dans ces grandes maisons de tolérance. S'ils veulent se cacher des autres clients, ils peuvent faire mine de monter avec une fille qui sera, au dernier moment, remplacée par un Jésus. Il arrive aussi parfois que le client monte avec une fille et qu'un Jésus se joigne à la partie. Comme vous le savez, dans les salons, on fume, on boit et on bavarde avec les filles, à qui il est bon de payer au moins un verre. D'ailleurs, si elles ne veulent pas finir la soirée complètement ivres, les filles sont souvent obligées de se débarrasser discrètement du contenu de leur verre en le vidant dans certaines tables à double fond prévues à cet effet. Un habitué qui connaît le personnel peut demander à la sous-maîtresse de faire venir dans son salon une fille qui n'y est pas, sous réserve qu'elle ne soit pas déjà dans une chambre avec un client, bien entendu. Pour les filles, le but du jeu est de convaincre un client de monter avec elle pour toucher le prix de la passe. Mais attention, le passage au salon et le badinage ne sont pas obligatoires. Loin de là. Si vous êtes ce qu'on appelle un miché sérieux, autrement dit un client qui ne vient que pour la passe et rien d'autre, la sous-maîtresse peut directement vous emmener dans ce qu'on nomme communément le grand salon. Cette appellation désigne le salon le plus luxueux de l'établissement. Quand vous y serez, la sous-maîtresse fera venir devant vous toutes les filles de la maison. Vous devrez, cela va de soi, en choisir une. Elles seront réparties en 2 files, à votre droite et votre gauche. Bien sûr, elles tenteront d'attirer votre attention, mais pour ça, elles n'ont pas le droit de vous parler. Ceci dit, elles peuvent recourir à bien d'autres stratagèmes pour gagner vos faveurs. Regard de braise, poses suggestives, petites mimiques aguichantes impliquant la langue, les lèvres, et j'en passe. L'ordre des 2 files sur lesquelles sont réparties les prostituées n'est pas choisi au hasard. Chaque fille sait exactement où elle doit se placer. Et pour cause, le miché sérieux peut préalablement faire part d'envie et de demandes spéciales à la sous-maîtresse qui lui recommandera de choisir telle ou telle fille en fonction de ses envies. Par exemple, la 3e à droite ou la 1re à gauche. Si vous n'avez rien demandé de précis, la sous-maîtresse se contentera de vous faire la liste détaillée des spécialités de chaque fille pour vous orienter. Quoi qu'il en soit, à l'issue de cette petite démonstration, vous pourrez aller dans une chambre avec la ou les demoiselles qui vous plaisent le plus. Les autres retourneront batifoler dans les salons avec les clients. Si vous avez fait une demande spéciale, il se peut que vous deviez attendre un peu avant de monter, le temps que la ou les filles se préparent. Pour patienter, vous pouvez acheter une cigarette, un cigare ou des bonbons à la sous-maîtresse qui se fera un plaisir de vous en vendre. Tenez, en attendant, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et penser à partager autant que possible cette vidéo, si elle vous plaît naturellement. Et oui, c'est avant tout vous qui pouvez faire grandir cette chaîne, alors ne vous privez pas. Mais revenons à nos moutons. Comme je vous le disais, les clients ont parfois des requêtes particulières. Le grand classique consiste à demander un déguisement et ou un maquillage spécial. Les costumes les plus populaires sont ceux des mousses, des mariées, des merveilleuses du directoire, des tenues masculines de la Renaissance ou bien, et c'est un classique, les tenues de religieuses. Mais certaines demandes sont parfois nettement plus originales. Je vais laisser un auteur nous raconter cela. Un haut dignitaire ecclésiastique qui demeurait il y a quelques années près de Paris avait la passion du cadavre. Il pénétrait en costume laïque dans son lupanar attitré. Là, il reprenait son aspect ordinaire grâce à une soutane qu'on lui tenait en réserve. Une chambre avait été préalablement disposée pour lui, toute tendue de velours noir, parsemée de larmes d'argent. Une femme était couchée inerte sur un lit, poudrée à blanc, pour imiter la pâleur de la mort. De grands chandeliers d'argent étaient, çà et là, garnis de longs cierges, dont la lueur blafarde éclairait cette scène lugubre. Le prélat maniaque s'agenouillait au chevet, marmottait sur un ton de psalmodie funèbre, des mots incompréhensibles, puis à un moment donné, il se ruait sur la pseudo-défunte, qui avait ordre de ne pas faire un mouvement, quoi qu'il pût arriver.
Pour ceux qui veulent connaître la fin de l'histoire, ce prêtre fut finalement arrêté et condamné parce qu'il avait violé une fillette pendant l'enterrement de son père. Mais ça ne s'arrête pas là. Lors de la perquisition à son domicile, la police a retrouvé une collection de touffes de poils. Elles étaient soigneusement classées et rangées dans de petits paquets sur lesquels étaient inscrits les noms des différentes propriétaires. D'autres clients ont pour habitude de donner des indications très détaillées sur la tenue, la coiffure et le maquillage que doivent porter les filles. Elle est belle fille, ouais. Certains fournissent même des expressions ou des tournures de phrases que la fille devra employer quand elle parlera. Les prostituées reçoivent aussi parfois des instructions sur la manière dont elles doivent se comporter avec les clients. L'une des consignes les plus communes est qu'elles fassent mine de résister au monsieur avant de lui céder complètement. Mais vous avez l'air un peu perplexe. Vous vous demandez probablement quel est le but de tout ceci. Eh bien, certains messieurs fantasment sur des femmes qu'ils connaissent mais avec qui ils ne peuvent rien faire. Des amis, des femmes mariées ou inaccessibles, etc. Ils se rabattent donc sur des prostituées qui doivent tout faire pour ressembler le plus possible à la dame sur laquelle ils fantasment. Mais les fantasmes sont loin de se cantonner aux jeux de rôle douteux et aux mises en scène salaces. D'ailleurs, à l'époque, il est coutume de dire que plus une fille est chère, plus elle se livre à des pratiques dépravées. Et pour cause, à partir des années 1880, beaucoup de maisons closes ferment. Il s'agit plutôt d'établissements populaires ou réservés à la moyenne bourgeoisie, qui fréquentent désormais d'autres établissements qu'on appelle les maisons de rendez-vous, et où je vous emmènerai peut-être un jour. Parmi les quelques dizaines de maisons qui restent ouvertes, on compte surtout des établissements de premier ordre, réservés à une clientèle fortunée au goût assez particulier. Pour tout vous dire, cette clientèle ne cherche pas un simple coït, non. On recherche avant tout le plaisir procuré par tous les moyens autres que la pénétration classique. Et, vous vous en doutez, cette quête du plaisir passe par tout un tas de pratiques au mieux ubuesques, au pire dangereuses et complètement malsaines. Et justement, en parlant de pratiques étranges, il y en a une assez répandue au XIXe siècle et qu'on retrouve dans certains textes sous le nom de « coup de l'omelette ». La chose est surprenante mais assez simple. À un moment donné pendant l'acte, le client se fait verser une omelette brûlante sur le corps. La plupart du temps sur le ventre ou entre les reins. Voilà, vous pourrez y penser la prochaine fois que vous vous en ferez une. L'omelette des titans! Les pratiques impliquant de la domination, de la soumission, de l'humiliation et des pratiques sadomasochistes sont aussi de la partie. La plupart du temps, une ou deux filles de la maison sont spécialisées dans ces pratiques. Le martinet. Et s'y livrent dans une chambre spécialement conçue et équipée de tout l'attirail nécessaire. Cordes, fouets, matraques, mais aussi des systèmes de suspension qui permettent d'accrocher un être humain au-dessus du sol dans diverses positions. L'apparition de l'électricité est aussi une aubaine pour certaines maisons qui s'équipent d'appareils permettant d'envoyer de petites décharges. Oh, c'est bon, je l'ai mérité celle-là. Naturellement, les maisons de luxe ont également toute une panoplie de lisbos, que certaines filles sont amenées à utiliser avec ou sur les clients qui le souhaitent. Si certains clients vont trop loin et que la prostituée se sent en danger, elle peut utiliser ce qu'on appelle une dague de vertu, familièrement surnommée un pique-couille. Ce sont de petits poignards que certaines prostituées gardent très discrètement à portée de main au cas où. Il existe aussi une pratique très en vogue au XIXe siècle, le voyeurisme. Certaines maisons sont donc équipées de petites cabines dont les murs sont percés de discrets trous. Ces trous donnent sur les chambres et les clients installés dans les cabines peuvent soit observer un couple de filles, soit regarder, à leur insu, d'autres messieurs en plein zébat. Mais le voyeurisme peut aller encore plus loin avec ce qu'on appelle des tableaux vivants. Comprenez par là des scènes figées où les personnages sont incarnés par d'authentiques humains. Dans le cadre des maisons closes, il s'agira de scènes explicites dans lesquelles les filles prennent des poses qui permettent aux clients de saisir tous les détails de leur anatomie. Ces tableaux vivants sont réalisés dans des pièces spéciales, entourées de vitres sans teint derrière lesquelles se tiennent les clients voyeurs. Les filles sont placées sur un plateau qui pivote lentement, de sorte que les clients puissent les voir sous tous les angles. Bien sûr, l'éclairage est travaillé pour mettre en valeur ces statues de chair. Paraît-il que ce sont surtout les clients les plus âgés qui sont férus de cette pratique. Mais le voyeurisme peut aller encore plus loin. Certains textes rapportent des actes parfaitement avilissants impliquant des prostituées et des chiens danois spécialement dressés. Mais je n'entrerai pas plus dans ces détails sordides. Certains clients ont aussi de curieuses lubies, comme nous le rapporte un auteur de l'époque. Quelques-uns éprouvent de la jouissance à exercer cette pratique infâme qu'est la masturbation labiale sur la fille publique, au moment même où, sortant des bras d'un autre, elle passe dans un cabinet voisin sous prétexte d'ablution.
des sortes de cousins lointains de nos chers soupeurs, d'une certaine façon. Mais si on veut de la souplette. En parlant de masturbation labiale, elle est fortement réprouvée au XIXe siècle, mais est tout à fait courante dans les lupanars aristocratiques, que ce soit de la part des filles sur les hommes ou l'inverse. Même si cette pratique choque déjà les contemporains, il en est d'autres qui vont encore bien plus loin que ce que nous avons évoqué. À nouveau, je vais laisser un auteur du temps nous rapporter les faits. Les lupanars de premier ordre tiennent à la disposition de certains clients des tabourets de verre fort curieux. L'homme, étendu sur le dos, a le tabouret de verre placé au-dessus de la tête, et la femme évacue, comme si de rien n'était. Le maniaque, à ce qu'il paraît, éprouve du plaisir à voir se dilater le sphincter de la prostituée, et il ne reçoit pas son excrément puisqu'il est arrêté au passage par le verre du tabouret. Notez que, pour certains clients, la vitre protectrice est superflue. Eh bien, c'est pour cela que nous sommes tous réunis ce soir, pour chier ensemble. Bref, vous l'avez compris, les maisons closes de luxe sont un véritable exutoire pour des messieurs souvent aussi fortunés que blasés. D'ailleurs, certaines maisons permettent de réaliser des fantasmes totalement illégaux, impliquant des enfants, mais comme pour les chiens danois, je préfère ne pas m'étendre sur cette sordide réalité. Il serait assez vain de vous donner un chiffre exact du nombre de clients que les filles ont en une nuit. Tout est variable. Il n'y a pas grand monde en fin de mois car les salaires sont dilapidés, mais on compte aussi des pics de fréquentation lors d'événements particuliers comme les expositions universelles, les foires internationales, etc. Les touristes représentent d'ailleurs une part non négligeable de la clientèle. Moi je cherche là où se trouvent les putains en fait. Enfin, si une moyenne devait être faite, elle oscillerait probablement entre 4 et 5 passes par soirée. En parlant de soirée, elle se poursuit jusqu'à relativement tard dans la nuit, 2h du matin maximum. En fin de soirée, certaines filles, éreintées, s'endorment même parfois dans les salons. Un témoin nous rapporte l'ambiance très particulière de ces fins de soirée. Alors que les ténèbres emplissaient la salle dans une obscurité épaisse de la fumée du tabac et des molécules de la suante humanitaire enfermées là toute la soirée, on voyait les femmes avec des mouvements endormis, s'envelopper de tartans, de vieux châles, de la première loque qui leur tombait sous la main, cherchant les banquettes au pied desquelles il y avait le moins de crachats. Là-dessus, elles s'allongeaient, inertes, brisées, épandus, ainsi que des paquets de linge fripés dans lesquels il y aurait la déformation d'un corps qui ne serait plus vivant. Aussitôt, elles s'endormaient, et, endormies, étaient de temps en temps réveillées par leur propre ronflement. Un moment, retirées de leur trouble rêve, elles se soulevaient sur le coude, avec un regard stupide. Si vous vous demandez pourquoi on parle de crachat, c'est parce qu'on fume beaucoup de tabac et qu'il n'y a pas toujours assez de crachoirs. La maison fermera ses portes lorsque les derniers clients seront partis. Ah, ne vous dérangez pas, la maison est close. Marcel, je le sais bien. Naturellement, s'ils tardent un peu, on les invitera très courtoisement à prendre congé. Même si certains voudraient bien, aucun client n'a le droit de passer la nuit dans la maison. Toutefois, si l'un d'entre eux le souhaite, il peut rentrer chez lui avec une des filles pour la nuit, à condition de payer, cela va de soi. Après leur soirée de travail, les filles qui ne sont pas trop fatiguées peuvent prendre une collation avant d'aller se coucher. Le lendemain, la même soirée recommencera, et ainsi de suite. Le train-train quotidien, en quelque sorte. Enfin, c'est une routine dans laquelle les filles sont prisonnières. Elles n'ont pas d'autre choix que de se plier aux lubies de leurs clients, sous peine d'amende ou de renvoi dans certains cas. Il existe cependant de rares cas où les clients s'éprennent réellement des prostituées et décident d'acheter leur liberté en réglant leurs dettes envers la maquerelle. La prostituée peut alors quitter le bordel et, si l'amour est au rendez-vous, épouser son client qui pourra aller demander à la préfecture qu'on radie son épouse du registre des prostituées. Ne vous leurrez pas, de tels faits sont très rares, mais ils arrivent, parfois. D'autres filles parviennent à séduire des clients et à sortir du bordel en devenant ce qu'on appelle des demi-mondaines. Des prostituées qui ne fréquentent que les élites en pratiquant des tarifs encore plus exorbitants que dans les maisons, puisque pour être leur amant régulier, il faut les entretenir à grands frais. Mais pour la majorité des autres filles, l'avenir est plus incertain. Quelques-unes parviendront à épargner suffisamment d'argent pour quitter la maison et devenir maquerelles, d'autres finiront bonnes ou sous-maîtresses, mais la plupart d'entre elles, une fois l'âge venu où elles ne plairont plus, se retrouveront au même point qu'en arrivant dans la maison, à la rue, sans le sou et avec la beauté de leur jeunesse en moins. Si elles ne parviennent pas à trouver du travail, elles poursuivront leur carrière dans la prostitution. Cette carrière risque fort de ne pas être ascendante et certaines filles, les plus infortunées, ont de fortes chances d'échouer dans un endroit sinistre que vous connaissez déjà.
la tristement célèbre rue Monjol. Avec toutes les pratiques étranges dont je vous ai parlé et le fait qu'à partir des années 1880, les bordels sont plutôt une affaire de très riches bourgeoises et aristocrates, les maisons closes de la fin du 19e siècle se sont forgées une réputation de temple des vices et de perversion, si bien que, face au scandale et à la pression des opposants aux maisons, nombre d'entre elles ont fermé. Celles qui restent déclineront paisiblement. Pendant les années folles, elles continueront de faire parler, notamment les maisons de luxe. Elles connaîtront leurs dernières heures d'activité intense pendant l'occupation et seront toutes officiellement fermées en avril 1946, suite à la loi Marthe-Richard qui abolit définitivement le système de la prostitution réglementée en France. C'est une page d'histoire bien remplie qui se tourne pour la prostitution. Mais, comme vous vous en doutez, c'est loin d'être la dernière, et il nous en reste encore bien d'autres à feuilleter. Ainsi s'achève cet épisode sur les maisons closes. J'ose espérer qu'il vous a plu. Un grand merci aux tipeurs pour leur soutien, notamment ADBGH Imo, Ba, Chloé, Jolibgot, Luc, Marie P, Morgane, MT, Pomme Rouge 14, Yaël, Yoran et Yvan. Hey, ciao.